Bien, mes chers collègues, ravi de vous retrouver. En tout cas, pour ceux que j'ai quittés samedi après-midi, après l'examen du texte du projet de loi d'orientation agricole. Nous sommes le mardi 7 mai et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Bienvenue, Monsieur le ministre, bienvenue, cher Bruno. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes heureux de pouvoir évoquer avec vous la situation générale de notre économie et d'échanger sur les actions engagées et prévues par le gouvernement afin de consolider notre réindustrialisation et plus largement le dynamisme et la compétitivité de nos entreprises, sujet qui relève bien de notre commission. Avant de vous céder la parole et pour introduire ce débat, je souhaiterais, Monsieur le ministre, faire quelques rappels et vous adresser quelques premières questions générales. L'économie française a pu résister au cours des dernières années à deux chocs importants d'origine extérieure, celui de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et celui de la crise énergétique liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Son attractivité pour les entreprises est établie. La France est devenue le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe. C'est une très bonne nouvelle pour notre pays qui doit faire valoir tous ses atouts. Malgré un ralentissement de l'activité en fin d'année 2023, du fait d'une conjoncture moins favorable dans la zone euro, la France a pu conserver une croissance très légèrement positive, contrairement par exemple à l'Allemagne. Alors que, selon les prévisions de la Banque centrale européenne, la croissance moyenne des pays de la zone euro pourrait être de l'ordre de 0,6 en 2024, puis 1,5% en 2025, nous aimerions que vous puissiez nous présenter la stratégie du gouvernement pour stimuler davantage cette croissance et soutenir ainsi les efforts engagés, notamment pour soutenir l'emploi dans l'ensemble des secteurs économiques. S'agissant de l'industrie, alors que la loi sur l'industrie verte a été publiée il y a un peu plus de 6 mois, pourriez-vous nous indiquer vos projets pour renforcer la mobilisation de notre économie dans ce domaine? Pourriez-vous également nous présenter le contrat stratégique de la filière automobile 2024-2027, signé hier par le gouvernement avec les acteurs de la filière, et nous indiquer comment il devrait permettre notamment d'atteindre le chiffre de 2 millions de véhicules électriques produits en France par an en 2030. Nous savons en effet que la concurrence des acteurs américains et surtout chinois est très vive dans ce domaine. Et d'une façon générale, notre déficit commercial à l'égard de la Chine, s'il a un peu baissé par rapport à 2022, atteint encore 46 milliards d'euros en 2023. Nous avons également noté que le gouvernement entend renforcer encore ses efforts en faveur de la simplification de la vie des entreprises et de nos concitoyens dans leurs démarches administratives. Nous avons entendu parler de la suppression de formulaires CERFA, mais au-delà, pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous envisagez pour progresser dans cette démarche de simplification? Il me semble que l'attente de nos chefs d'entreprise est grande dans ce domaine. Vous savez, Monsieur le Ministre, notre commission suit avec attention les enjeux numériques. Après l'adoption par le Parlement le 10 avril dernier du projet de loi visant à réguler et à sécuriser l'espace numérique, pourriez-vous nous donner des indications sur les prochains projets du gouvernement en faveur de la résilience numérique et de la cybersécurité? Dans ce contexte, pourriez-vous nous indiquer votre analyse sur notre capacité à défendre notre souveraineté numérique, notamment face aux grandes plateformes, et nous préciser quelles seront les prochaines étapes permettant à notre pays et à l'Europe de rester au niveau dans ce domaine critique? Je vous remercie, Monsieur le Ministre, des éléments de réponse que vous pourrez nous fournir sur ces questions. Je vous rappelle qu'après l'intervention du ministre, nous entendrons les orateurs des groupes pour des questions de 3 minutes maximum, et le ministre répondra à chaque orateur pour environ 1 minute, puis nous aurons ensuite les questions des autres membres de la commission pour 1 minute maximum par question. Le ministre pourra y répondre de façon groupée, comme nous avons l'habitude de le faire. Monsieur le ministre, je vous cède bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je n'oublie pas, Monsieur le Président, que vous avez été ministre de l'Agriculture, un grand ministre de l'Agriculture, et donc, comme tel, attaché à ce qui est pour moi peut-être le premier défi français, redevenir une nation de production. Dans le fond, quand on regarde ce qui s'est passé en France depuis une quarantaine d'années, nous avons abandonné notre production et nous sommes devenus une nation de consommateurs. Quand on regarde les productions agricoles et surtout les productions industrielles, c'est un effondrement. Et je considère que la pire faute politique, économique et même morale qui était commise dans notre pays depuis 40 ans, c'est les délocalisations industrielles. Avec à chaque fois des prétextes soi-disant intelligents, en réalité stupides, des concepts tous aussi fallacieux les uns que les autres, comme l'industrie sans usine ou les usines sans ouvriers.
Tout ça nous a conduit droit dans le mur. Et nous sommes, je le rappelle, la seule des grandes nations industrielles européennes, la seule, à avoir perdu la moitié de sa production industrielle en l'espace de 40 ans. De 20 à 10% de son PNB, là où elle augmentait légèrement en Allemagne et où elle restait stable en Italie. Tout notre objectif avec le président de la République a été de répondre à ce défi. Et en 7 ans, refaire de la France une nation de production et une nation du plein emploi, avec un cap clair, devenir la première économie décarbonée en 2040. Voilà le travail que je poursuis depuis 7 ans. 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, 7 ans qui n'ont pas été 7 ans de réflexion, mais 7 ans de décision. Je regarde les résultats immédiats, je le dis dans ce climat de pessimisme généralisé, les résultats économiques français, vous l'avez rappelé, sont bons. On a cessé de nous tympaniser en nous disant qu'en 2023, le passage par la case récession était inéluctable. On a fait 0,9% de croissance, très proche de la prévision du gouvernement français. On nous avait dit qu'au premier trimestre 2024, la croissance serait nulle. On fait 0,2. On n'a pas arrêté de nous dire que ce serait 0,5 au maximum pour 2024. On est déjà à un acquis de 0,5. On nous a dit que le chômage allait exploser en début d'année 2024. On vient de créer 50 000 emplois. On nous a dit que les Français perdaient du pouvoir d'achat. L'augmentation des salaires, premier trimestre 2024, c'est plus 3,3% par rapport au premier trimestre 2023. C'est supérieur à l'inflation qui, je le rappelle, est tombée à 2,2% et qui est une grande victoire européenne et une grande victoire du gouvernement d'avoir réussi à maîtriser en 2 ans l'inflation comme je m'y étais engagé. Alors je ne dis pas que tout est facile pour les Français. Je dis juste que l'économie française fait bien, que ses fondamentaux sont solides et qu'il faut persévérer dans la même direction qui est celle d'une nation de production décarbonée au plein emploi. Et je ne varierai pas de cette ligne. Dans ces 7 ans d'action, qu'est-ce que nous avons pris comme décision qui explique les résultats que nous avons obtenus? Les usines qui ouvrent, les emplois industriels qui sont recréés. La première chose, c'est une politique fiscale qui, je le sais, est très contestée, mais que je maintiens parce qu'elle fait l'attractivité de notre pays. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. On n'a pas arrêté de nous dire qu'il faut le réaugmenter, il faut le moduler. Ben non, ce qui est précieux pour les entreprises, c'est la stabilité et la visibilité. Si on commence à changer tous les 4 matins de taux d'impôt sur les sociétés, on perd son attractivité. On a mis en place un prélèvement forfaitaire unique à 30%. Il n'empêche que même avec 30%, nous restons un des pays qui taxe le plus lourdement le capital en Europe. Et ce prélèvement forfaitaire unique rend l'investissement dans le capital plus intéressant. Or, il n'y a pas d'industrie sans capital. Donc je veux bien qu'on proclame tous les 4 matins qu'il faut rouvrir des usines, défendre les ouvriers, je le crois profondément. Mais il faut aussi être réaliste. Il n'y a pas d'usine sans capital. Et donc il faut avoir une fiscalité attractive sur le capital. La deuxième chose que nous avons faite, c'est de transformer en profondeur le marché du travail. Nous avons réformé le marché du travail, relancé l'apprentissage, qui en France était une voie de garage et qui est devenue une voie d'excellence pour tous les jeunes. Nous avons modifié l'assurance chômage, engagé une réforme des retraites. Le résultat, c'est que nous avons le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans dans notre pays. C'est les chiffres de l'INSEE fin 2023. Le taux d'emploi de la France est le plus élevé depuis 1975. Allez, je suis honnête, 49 ans. Ça fait un demi-siècle que la France n'avait pas un taux d'emploi aussi élevé. Est-ce que tout est rose? Non. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Oui. Et il reste effectivement du travail à faire, notamment sur l'emploi des plus de 55 ans, qui me tient, comme vous le savez, très à cœur. En troisième lieu, nous avons rouvert des filières industrielles. Et nous avons fait des choix, je le dis pour les parlementaires du Rassemblement national qui m'ont posé la question sur les véhicules électriques. Moi, je veux bien qu'on refuse le passage aux véhicules électriques, mais enfin, il faut être clair. Si on refuse le passage aux véhicules électriques, si on ne crée pas des usines de batteries, d'anodes, de cathodes, si on ne crée pas des moteurs comme on en fait à Trémery, des moteurs électriques, et demain on fera quoi? On achètera des véhicules chinois. Donc ceux qui se disent patriotes défendent en réalité les intérêts étrangers. Refuser la transition vers le véhicule électrique, c'est défendre les intérêts de la Chine. Ce n'est pas défendre les intérêts de la France. Bien sûr que tous les constructeurs automobiles étrangers, chinois, sud-coréens ou ailleurs, rêvent que la France ne se batte pas pour le véhicule électrique.
Nous sommes un marché de 67 millions de consommateurs, plutôt riche. Si on ne produit pas de véhicules électriques demain, eh bien nous achèterons les véhicules électriques des pays étrangers. Être patriote aujourd'hui, c'est défendre l'industrie en France. Être patriote aujourd'hui, c'est anticiper les grands changements, ce n'est pas les subir. C'est exactement ce que nous avons fait en matière industrielle, en combinant ainsi réindustrialisation et décarbonation. Parce que ce que chacun doit bien comprendre, c'est que la transition énergétique est une opportunité historique pour la France de se réindustrialiser. Les États-Unis de M. Biden l'ont parfaitement compris en mettant en place l'Inflation Reduction Act. La Chine de M. Xi Jinping l'a parfaitement compris en accélérant la production d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de véhicules électriques ou de batteries. Eh bien, nous l'avons aussi parfaitement compris avec le président de la République en liant décarbonation et réindustrialisation, réindustrialisation et décarbonation. Je rappelle qu'aucun autre pays en Europe n'a mis en place un crédit d'impôt industrie vert pour les productions de pompes à chaleur, de batteries électriques, d'hydrogène ou d'autres produits industriels verts. Sur la base de ce travail-là, nous avons connu 2 crises sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui changent radicalement la donne. Le Covid et la crise inflationniste. En quoi est-ce qu'elle change radicalement la donne ? Elle change tout simplement le visage de la mondialisation. La mondialisation heureuse est derrière nous. La mondialisation où on explose les chaînes de valeur partout à travers la planète, en se disant je vais prendre un peu de titanium ici, un peu d'aluminium là, et puis du caoutchouc un 3e endroit, puis des superconducteurs et des semi-conducteurs un 4e endroit, cette mondialisation-là est finie. Chacun, sur les filières critiques, veut son indépendance. Eh bien, nous devons, et nous avons engagé ce travail pour bâtir notre indépendance sur un certain nombre de filières critiques qui vont de l'aéronautique à l'automobile, en passant par l'espace, l'hydrogène vert, les pompes à chaleur ou les batteries. Alors vous me posez la question de comment accélérer dans cette direction et faire en sorte que la France garde les mêmes résultats économiques, une réindustrialisation qui a commencé qui doit s'accélérer et une décarbonation qui doit également s'accélérer. Quelques points là-dessus. 1, il faut que nous restions attractifs. Donc il n'est pas question de changer notre politique fiscale. Comptez pas sur moi pour augmenter les impôts, je pense que ce serait le pire signal adressé aux investisseurs. On peut évidemment récupérer l'argent des rentes, et nous le ferons, notamment sur les énergéticiens, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent uniquement parce que les prix du marché augmentent et pas parce qu'ils ont investi. Mais en revanche, nous ne toucherons pas à l'IS, nous ne toucherons pas à la baisse des impôts de production, et nous ne voulons pas toucher au prélèvement forfaitaire unique. Il faut rester attractif pour les investisseurs étrangers. En deuxième lieu, il faut que nous soyons capables de protéger notre industrie. Et je n'hésite pas à employer ce terme. Je pense que nous avons besoin de protéger notre industrie. Protéger, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord réserver les aides à des produits qui respectent les meilleurs standards environnementaux, c'est-à-dire nos produits. Les pompes à chaleur, l'aide à l'installation, c'est 9 000 €. Les pompes à chaleur produites en France, j'étais récemment chez un producteur, elles utilisent un gaz qui n'émet quasiment aucun CO2. Les pompes à chaleur venues d'autres pays, je ne les citerai pas, utilisent un gaz qui émet du CO2. Le premier est plus cher que le second. Il est normal que je réserve les aides aux pompes à chaleur qui émettent le moins de CO2 et pas à toutes les pompes à chaleur. Même chose sur les véhicules électriques. 1,2 milliard d'aides, de bonus sur les véhicules électriques. Je pense, et je l'ai dit hier à la filière, qu'il était essentiel de conserver ces aides et donner de la visibilité pour que les industriels puissent investir. Mais nos batteries électriques et nos véhicules électriques obéissent à des règles environnementales plus strictes que les véhicules électriques produits en dehors des frontières européennes. Donc j'ai pris la décision de réserver les bonus sur les véhicules électriques aux véhicules les plus performants du point de vue environnemental, c'est-à-dire des véhicules produits en Europe. Ça a fait chuter de 44% les importations de véhicules électriques venus de Chine. Je ne vous dis pas que c'est des discussions faciles ensuite avec le gouvernement chinois, mais j'ai eu l'occasion de le dire hier, ça s'explique. C'est un commerce qui est fondé sur un principe de réciprocité. Et la réciprocité, ça veut dire que les mêmes normes, les mêmes règles doivent s'appliquer d'un côté ou de l'autre de la planète mondiale. Sans quoi, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité et il n'y a pas de compétition équitable possible. Nous le faisons sur les véhicules électriques, nous le faisons sur les batteries, nous le faisons sur les pompes à chaleur.
Et je le redis, nous comptons maintenir des aides à la demande dans des secteurs où le coût de production reste encore trop élevé. Et tant que le coût de production est trop élevé, il faut garder des aides à la demande, quitte à les diminuer ensuite. La contrepartie de tout cela, pour répondre très précisément à votre question, Monsieur le Président, c'est que nous voulons de la production en France. Je l'ai dit au patron de Renault, je l'ai dit au patron de Stellantis à plusieurs reprises, et c'est des négociations dont je peux faire état ici. Sébastien Jumel, qui est présent ici, sait parfaitement qu'il a fallu livrer un combat pour garder l'usine Alpine à Dieppe. C'est un combat, vous n'arrivez pas en disant Monsieur le Président de Renault, faites ceci ou faites cela. C'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes actionnaires, il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise à agir de cette façon. Et donc il faut trouver un équilibre entre la compétitivité du site, l'aide à la demande que nous maintenons et le maintien du site qui même va se développer, pour reprendre l'exemple de Dieppe et de l'usine Renault de production d'Alpine. Même chose à Sandouville sur les véhicules utilitaires légers. 200 millions d'euros d'investissement, plus de 1000 emplois industriels créés. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait de la commande publique et il faut qu'il y ait également des aides à la demande. C'est comme ça qu'on construit, je pense, un partenariat intelligent. Et s'il y a une chose dont je suis fier dans le contrat qui a été conclu hier, c'est qu'il a montré l'unité de la filière automobile. Et je salue en particulier l'esprit de responsabilité des syndicats. Les syndicats sont lucides sur la férocité de la compétition mondiale. Et nous avons signé un accord de filière qui permet de trouver un bon équilibre entre la politique économique globale du gouvernement, les aides à la demande que nous maintenons, parce que sinon il n'y a pas d'investissement, et les investissements des industriels en France. Ça peut être la I-3008 à Sochaux ou la R5 à Douai. On me dit qu'on ne peut pas produire de segment B en France. Je suis désolé, la R5, c'est un segment B qui va être produit en France et qui est produit parce que c'est un véhicule électrique rentable avec des batteries produites en France et le soutien à la demande qui est apporté par l'État français. C'est le troisième volet. Le quatrième, c'est la simplification. Nous devons aller beaucoup plus loin sur la simplification. Vous avez cité les CERFA. Nous voulons supprimer les 1800 CERFA qui existent aujourd'hui en France. C'est un travail de titan. Il suffit de regarder un CERFA avec toutes les obligations qui sont derrière pour comprendre à quel point c'est difficile, mais nous voulons accélérer dans cette direction-là. Nous voulons accélérer l'autorisation des ouvertures et des agrandissements d'usines pour gagner cette bataille de la réindustrialisation qui, à mes yeux, est absolument fondamentale. Tout dernier point, pour ne pas être trop long dans ma réponse initiale, le grand défi maintenant, c'est d'arriver à ce que cette politique économique nationale de productivité, d'innovation, de réindustrialisation, de protection de notre industrie devienne un choix européen. On a réussi, depuis 7 ans, à faire bouger fortement les lignes là-dessus. Je rappelle qu'il y a 7 ans, il était impossible d'avoir des aides d'État pour l'industrie. C'était inenvisageable. C'est possible. Il y a 7 ans, les PIEC, les projets d'intérêt collectif européens, n'existaient pas. Ils existent. Et ça permet de bâtir des coopérations sur l'hydrogène vert ou sur les pompes à chaleur. Il y a 7 ans, il n'y avait aucune possibilité de mettre en commun certains investissements. Nous l'avons fait aujourd'hui. Maintenant, la grande question qui se pose à l'Union européenne, maintenant qu'on a enfin accepté l'idée d'une politique industrielle, et c'est nous, Français, qui l'avons portée et qui l'avons obtenue de la part des autres pays européens, c'est que maintenant que nous avons une politique industrielle européenne, c'était notre combat et notre victoire, comment est-ce qu'on a une politique commerciale européenne refondée? C'est ça le vrai sujet. Politique commerciale fondée sur un principe de réciprocité. Parce que si on est les seuls à réserver nos bonus sur les véhicules électriques à des productions européennes, si on est les seuls à réclamer qu'il y ait un contenu européen dans les appels d'offres, il y a fort à parier qu'on va devenir la cible des 2 autres grands continents, États-Unis et Chine. Surtout s'il y a des changements aux États-Unis dans quelques mois. Donc pour tenir cette ligne, qui me paraît la seule responsable, qui est une ligne d'innovation et de protection, d'investissement et de défense de nos intérêts, il faut impérativement que ces choix nationaux deviennent, dans les mois qui viennent, des choix européens. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble de ces éléments. Nous allons passer la parole aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, je cède la parole à Monsieur Charles Rodwell. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. Vous l'avez dit, vous avez présenté les fondements de notre économie et les choix politiques que nous faisons.
sur la base de fondements économiques solides. En témoignent les chiffres de l'attractivité annoncés cette semaine, où la France est pour la 5e année consécutive le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Et ce succès, ce n'est pas qu'un simple chiffre. C'est une excellente nouvelle pour des millions de Français dans toutes nos régions. C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi. En 2023, les 1200 projets d'investissement recensés ont permis d'engager la création de 40 000 emplois en plus. C'est plus qu'en 2022. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du territoire français, parce que les villes de moins de 20 000 habitants vont accueillir la moitié de ces projets d'investissement, et 3 projets industriels sur 4 qui ont été annoncés. Et c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques, parce que plus d'investissements en France, c'est créer de plus de valeur dans notre pays, et donc payer plus d'impôts et moins de dépenses publiques. Nous sommes convaincus que ce succès, c'est le fruit de la constance. Depuis maintenant 7 ans, malgré les crises, malgré des combats politiques avec beaucoup d'opposition, nous avons tenu le cap de notre politique économique, qui est une politique de l'offre. Nous avons baissé les impôts de plus de 50 milliards d'euros, la moitié sur les ménages, la moitié sur les entreprises. Nous avons réformé le marché du travail pour permettre aux entreprises de créer près de 3 millions d'emplois depuis 2017. Nous investissons désormais 54 milliards d'euros dans nos secteurs industriels stratégiques, notamment à travers le plan France 2030. Et nous mettons tout en œuvre pour simplifier la vie des Français et des entreprises, notamment dernièrement à travers le projet de loi de simplification que vous avez présenté. Ces réformes, nous, on considère qu'elles ont été cruciales, notamment lorsqu'on observe le contexte dans lequel nous nous inscrivons, un contexte de basculement de l'économie mondiale avec des tensions sans précédent, avec une rupture énergétique entre l'Europe et la Russie après la guerre en Ukraine, avec une Chine qui ferme l'accès à ses marchés stratégiques à une partie des entreprises européennes, qui est l'un des enjeux de la visite d'État actuelle, avec des États-Unis qui déploient l'Inflation Reduction Act, qui vient frapper de plein fouet l'économie européenne. En témoigne la baisse des investissements américains cette année de 15% en Europe. Ces réalités sont les illustrations très concrètes d'un basculement économique sans précédent auquel nous faisons face. Vous avez affirmé la volonté d'accélérer la transformation de notre économie au service d'un objectif, l'indépendance et la sécurité économique de la France et de l'Europe. Nous soutenons pleinement cette ambition. Et dans ce cadre, dans les mesures concrètes que vous avez annoncées en la matière, est-ce que vous pouvez nous exposer votre feuille de route sur les enjeux d'attractivité pour les mois à venir? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, merci, monsieur Rodwell, d'avoir rappelé l'importance de la compétition et la férocité de la compétition qui se livre avec la Chine et avec les États-Unis. Il faut bien comprendre que pour l'Europe, la politique chinoise comme la politique américaine, ça a été en quelque sorte la double peine. L'Europe a subi plus que tous les autres continents les conséquences de la guerre en Ukraine. L'explosion des prix de l'énergie, ça a touché en premier lieu l'Europe. Les problèmes d'approvisionnement en gaz et la flambée des prix du gaz comme de l'électricité, ça a d'abord touché l'Europe. Donc l'Europe paie au prix fort sa position courageuse sur le conflit en Ukraine. Quand on dit que l'Europe n'est pas capable de défendre ses valeurs, elle vient de montrer qu'elle a été capable de le payer au prix fort. Parce que l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie est le prix que nous payons de la défense de nos valeurs de liberté et de souveraineté. D'autre côté, vous avez une Chine qui est très offensive, avec des capacités qu'elle cherche à vendre sur le marché européen, et de l'autre, des États-Unis qui ont fait un choix du protectionnisme auquel ils se tiendront, quels que soient les résultats des élections en novembre prochain. Quand vous prenez certains secteurs dont on parle moins, les chiffres sont assez stupéfiants. Prenez le secteur de la chimie. Le secteur de la chimie, c'est un effondrement en Europe. Tout simplement parce que la chimie consomme beaucoup d'énergie, que c'est des produits sur lesquels nous avons mis des normes qui sont extraordinairement strictes, moyennant quoi la part de la production chimique mondiale, la Chine c'était 10%, elle est passée à 43% en l'espace de quelques années. En Europe, c'était divisé par 2. Donc ça, c'est la réalité mondiale telle qu'elle est aujourd'hui.
Comment est-ce que nous pouvons... Pardon, Monsieur le Ministre, il y a 1 minute justement pour répondre aux questions. Désolé. Vous aurez la possibilité, après les questions individuelles, de pouvoir reformuler un certain nombre de Alors, je termine sur l'attractivité. Oui, allez-y, pour terminer sur... Moi, j'ai bien comme ça. Vous n'entendez pas ce que je raconte, c'est plus facile. Non, on est en train de regarder ça. Non, sur l'attractivité, l'attractivité, c'est une question de stabilité. Pourquoi est-ce que nous restons attractifs? C'est que nous sommes stables dans nos décisions fiscales, économiques, sur le marché du travail comme sur l'industrie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe La France Insoumise, je passe la parole à Monsieur Mathias Tavel. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous allez fêter vos 7 ans au ministère de l'Économie et pourtant vous semblez découvrir chaque jour la réalité de votre mauvais bilan, le fonctionnement du marché européen de l'électricité que vous soutenez ou l'état des finances publiques que vous avez vous-même dégradé. Vous n'apprenez pas des erreurs du passé. Vous allez encore aggraver la situation économique du pays avec une nouvelle cure d'austérité, de nouvelles baisses dans les dépenses sociales, une attaque contre les droits des chômeurs et des travailleurs, une suppression d'emplois dans les écoles et les hôpitaux publics qui vont réduire l'activité. Ce n'est pas la France Insoumise qui le dit, c'est l'OFCE qui rappelle que les coupes budgétaires de 10 milliards que vous avez d'ores et déjà prévues vont faire reculer le produit intérieur brut de 0,2 points. Mais vous n'apprenez pas des erreurs du passé, vous appliquez la même politique d'austérité qui a ruiné la Grèce. Pourtant, déjà à l'époque, l'ex-ministre grec, Yanis Varoufakis, expliquait que Paris était la destination finale de la Troïka, qui avait pour but de casser les services publics et les droits sociaux. Nous y voilà, c'est vous qui êtes dans le rôle de la sale besogne. Cette logique doit cesser. Monsieur le ministre, vous êtes à court d'idées pour boucler votre budget. Déjà, vous pourriez permettre à l'Assemblée de se prononcer par un projet de budget rectificatif, sans quoi nous soumettrons une motion de censure à notre Assemblée. Mais vous êtes responsable d'avoir vidé de 50 milliards d'euros par an les caisses de l'État à coups de cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Vous avez votre bilan, c'est 100 milliards d'euros de dividendes pour les actionnaires du CAC 40. C'est des écarts de salaire absolument monstrueux dans les entreprises, comme l'a montré le cas de Carlos Tavares, alors que PSA menace ses sous-traitants. C'est le doublement des grandes fortunes. Il est temps de mettre fin à ces surprofits, à ces sursalaires et à cette surexploitation du travail des Français. Mais vous parlez d'industrie. Et là aussi, vous n'apprenez pas de vos propres erreurs. Vous vous vantez d'un bilan de Ernst & Young, mais pourtant l'avez-vous seulement lu? Encore une fois, on nous apprend dans ce bilan que vous vantez que la France est l'avant-dernier pays en termes d'emploi dans les investissements étrangers et le dernier en matière industrielle. La réalité de votre bilan industriel, c'est des défaillances de PME qui n'ont jamais été aussi élevées et pas seulement du fait du Covid. C'est une part de l'emploi industriel dans l'emploi total qui n'a jamais été aussi basse. C'est les menaces très directes qui pèsent sur Metex, sur Emma France. C'est la liquidation de Duralex, c'est la liquidation de Systovi, entreprise qui produisait des panneaux photovoltaïques, c'est la menace qui pèse sur General Electric dans ma circonscription. Alors vous dites vouloir enfin protéger notre industrie. Devant le bilan désastreux de votre politique, vous êtes obligé de venir reprendre les mots qui sont les nôtres. Mais moi, je vous pose une question. Ce protectionnisme dont nous avons besoin, vous savez très bien que les traités européens l'interdisent et que la Commission européenne que vous soutenez ne le permet pas. Alors êtes-vous prêt à déroger à ces traités et à désobéir à cette Commission que vous soutenez? Merci, Monsieur Tavel. Monsieur le Ministre. Oui, les faits sont têtus, comme disait une de vos grandes références, j'imagine, Lénine. Les chiffres sont têtus aussi. 660 ouvertures d'usines, 133 000 postes d'ouvriers créés. Aucune majorité n'a fait ça depuis 40 ans. Ce sont les faits, ce sont des chiffres, ils sont têtus. Et d'ailleurs, nous étions ensemble à Saint-Nazaire. Et plutôt que de parler d'entreprises qui ont des difficultés, que nous accompagnons, bien entendu, vous auriez pu parler de ce qui se passe à Saint-Nazaire. Enfin, les chantiers de l'Atlantique, c'est une renaissance. C'est incroyable. Enfin, retrouvons un peu de volontarisme, d'optimisme et d'enthousiasme sur ce que les Français, nos entrepreneurs, nos ouvriers, nos ingénieurs, nos techniciens sont capables de faire. Un chantier qui s'est complètement réinventé, qui produit les paquebots de luxe les plus prestigieux de la planète, qui maintenant vient de se réinventer sur les sous-stations pour les éoliennes. Un investissement de 4,5 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas, monsieur le député? Regardez la vie un tout petit peu plus en rose. Pas forcément en noir. Voilà.
Donc tout ça est la preuve de l'efficacité de notre politique. Quant à l'austérité, j'ai déjà répondu 10 fois, mais moi, quand on me parle d'austérité avec 56% de dépenses publiques, c'est-à-dire la part la plus importante de tous les pays développés de la planète, je me dis qu'au contraire, retrouver des comptes publics bien tenus, comme nous l'avons fait en 2017 et 2018, ça permet d'avoir des taux d'intérêt plus bas. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'investisseur. Ça rétablit la confiance des ménages, ça les incite à consommer. Donc au bout du compte, contrairement à ce que dit l'OFCE, je pense que c'est bon pour la croissance. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe Les Républicains, Monsieur Francis Dubois. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi de commencer par une analogie. Le naufrage du Titanic, dont la désinvolture et la négligence de son capitaine ont conduit à une catastrophe inévitable. Eh bien, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec cette tragédie et la direction dans laquelle vos choix en matière de finances publiques entraînent notre pays. Vous faites naviguer la France sur des eaux dangereuses, les signaux d'alarme sont nombreux et les passagers sont inquiets. Premièrement, la dette publique explose. 1 000 milliards en 7 ans et malheureusement les chiffres sont têtus. Près de 200 milliards de plus prévus pour cette année. Désormais, pour éponger la dette, nous risquons de voir les impôts augmenter, ce qui pèsera sur les ménages et sur les entreprises déjà fragilisées. Et sans parler des collectivités territoriales que vous comptez faire payer pour combler le déficit de l'État. Elles n'ont aucune raison d'être mises à contribution du dérapage budgétaire qui est la seule responsabilité de l'État. Sur les budgets 2023 et 2024, vous nous avez trompés en faisant adopter par 49.3 deux budgets insincères bâtis sur des prévisions de croissance trop optimistes. Quelle déconnexion avec la réalité économique. Le groupe Les Républicains regrette que vous ne souhaitiez pas entendre parler du projet de loi de finances rectificatif. Quel manque de considération pour la représentation nationale. Autre aspect inquiétant, le nombre de records de faillites d'entreprises françaises au cours de ces derniers mois devrait être un signal d'alarme pour le gouvernement. Dernier coup de massue en date, l'énergie. L'abandon d'une loi de programmation énergétique est incompréhensible. Sans PPE, la France ne pourra pas redevenir compétitive avec un prix d'électricité acceptable pour le porte-monnaie de chacun de nos compatriotes et de nos entreprises. L'immobilisme et l'absence de cap condamnent notre souveraineté énergétique. Enfin, heureusement que depuis une semaine, l'agriculture est au cœur de l'actualité législative. Cela vous évite d'oublier nos paysans, mais vous restez sur des annonces de mesurettes alors que nos agriculteurs attendent toujours des actes concrets sur les mesures conjoncturelles. Concernant les mesures structurelles, comment peut-on espérer atteindre notre souveraineté alimentaire et faire du renouvellement des générations en agriculture une cause nationale en parlant à minima de compétitivité, de filières, de revenus et en occultant totalement le volet fiscalité, notamment dans le cadre de l'installation-transmission. En plus, vos annonces récentes de reporter la concrétisation des mesures agricoles au projet de loi des finances pour 2025 sont improductives et très dangereuses. Vous devriez savoir que le monde paysan est encore en ébullition. Face à ces défis colossaux majeurs, nous attendons des actions concrètes pour soutenir notre économie, notre agriculture, notre modèle énergétique. Qu'allez-vous faire? Monsieur le ministre, il y a urgence. Espérons qu'il soit encore temps de redresser la barre pour éviter l'iceberg et le naufrage économique. Merci, Monsieur Dubois. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Je vois que M. Dubois est en forme, donc je vais lui répondre avec autant de forme, mais sur les finances publiques, je regrette simplement le manque de cohérence de votre groupe, et je lui tends la main à nouveau pour retrouver sa cohérence, parce qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir trop de dépenses quand on a déposé 1467 amendements de dépenses supplémentaires pour le PLF 2024, représentant plus de 150 milliards d'euros de dépenses. Un problème de cohérence. Donc je vous tends à nouveau la main pour soutenir la stratégie du gouvernement. Nous avons besoin de soutien parce qu'on sait que c'est difficile de rétablir les finances publiques. Nous voulons agir avec sang-froid, fermeté pour rétablir les comptes publics. Et la preuve que cette stratégie convainc un certain nombre d'observateurs, c'est que la note française a été maintenue par Moody's comme par Fitch. Notre stratégie, elle repose sur 3 piliers. La croissance, elle est là, comme je l'avais indiqué. Et contrairement à ce que l'on nous répète depuis 3 mois, comme quoi nous aurions une croissance nulle ou négative au premier trimestre, elle est positive. Des réformes de structure, on les maintient, avec la réforme de l'indemnisation du chômage ou la loi sur la simplification, sur laquelle, là aussi, je tends la main aux Républicains, et la réduction de la dépense publique, où je suis preneur de toute proposition. Parce qu'on sait que c'est difficile et qu'il faut savoir couper la dépense publique là où elle est la moins efficace, et tous les avis sont les bienvenus sur ce sujet sensible. Sur l'énergie, vous devriez vous réjouir que ce gouvernement ait relancé l'énergie nucléaire et ait pris la décision d'investir sur 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Ce n'est pas arrivé depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on fait du nucléaire bashing, avec cet art absolument consommé qu'on a en France de taper sur nos atouts.
Le nucléaire est un atout, je l'ai toujours défendu, y compris Fessenheim. Toujours. Ça a toujours été ma position constante. Je suis heureux, je ne suis ministre de l'énergie que depuis 6 mois. Ça permet de mettre en accord mes convictions avec mes actes en mettant en place la décision du président de la République d'ouvrir 6 nouveaux EPR. Quant à l'agriculture, il y a bien des mesures fiscales, je vous rassure, avec la pérennisation du dispositif TODE que j'avais mis en place quand j'étais ministre de l'Agriculture, et la pérennisation et l'adaptation, la déduction fiscale sur l'élevage bovin, en étendant à l'assiette des cotisations sociales à 15 000 € par exploitation. Ça correspond exactement à ce que m'a demandé la filière bovin. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe démocrate, la parole est à Monsieur Éric Martineau. Vous avez la parole, Monsieur Martineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Monsieur le Ministre, je connais votre goût pour les pommes et pour les pommes françaises. Voilà. Donc je tiens à vous féliciter pour tous les contrôles que vous avez diligentés depuis les jours de colère dans le monde agricole, qui démontrent aussi, malheureusement, le non-respect pour certains des lois Egalim et diverses réglementations. Vous l'avez vu dans tous ces contrôles. Lorsque je me promène aussi sur les marchés, en ce moment aussi, je doute, mais pas que des pommes, des fruits et légumes français, je le dis bien, mais quelquefois je doute et je m'interroge quelquefois sur les origines, oui, des tomates, des asperges, des poires françaises. Le savez-vous ? En France, nous consommons beaucoup plus de poires françaises que nous n'en produisons. Il y a bien un vrai problème. La francisation est un fléau pour notre production française à tous les égards, pas uniquement en agriculture. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous rassurer les agriculteurs en luttant contre cette francisation, que ce soit à tous les endroits, tous les lieux, aussi bien sur les marchés, les mines, mais aussi bien les marchés physiques? Pouvez-vous aussi envoyer des contrôles aussi sur les lieux de vente, pas uniquement dans la grande distribution, parce que je ne voudrais pas qu'on me taxe d'être uniquement contre la grande distribution, mais aussi bien même sur les marchés, de voir tous ces revendeurs. Il suffit de voir le matin tous ces gens qui déballent sur les marchés. Et après, quand on regarde dans les poubelles, beaucoup de choses qui ne viennent pas forcément de France, mais lorsqu'on se balade après à l'étalage, on voit de la production française un peu partout. Donc pouvez-vous augmenter ce nombre de contrôleurs à tous les niveaux? Je vous remercie pour sauver notre production française. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Je partage évidemment votre appréciation sur la pomme, avec un petit faible pour la pomme du Limousin et la pomme normande, bien entendu. La Sarthe, oui. Et la pomme de la Corrèze, c'est vrai. Vous avez raison. On va peut-être pas faire toutes les pommes, mais... Ouais. Enfin, je me fais l'avocat des pommes. Non, je pensais juste au mot de Churchill, parce que vous connaissez le mot anglais, « One apple a day keeps the doctor away ». Et Churchill ajoutait « surtout si on vise bien ». Donc, passons sur les pommes, sur lesquelles on pourrait digresser à l'infini. En tout cas, la francisation est absolument révoltante. J'ai mobilisé 150 agents de la DGCCRF sur le sujet. Je veux saluer le travail remarquable que fait cette direction en matière de contrôle sur la francisation. À ma demande, elle a ciblé ses contrôles sur la francisation. J'entends parfaitement ce que vous dites sur la grande distribution et sur les marchés, et je suis ouvert à un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d'étiquetage. Je rappelle que c'est aujourd'hui 2% du chiffre d'affaires. Je trouve qu'il n'y a rien de plus révoltant que de tromper le consommateur en affichant une origine France sous une forme ou sous une autre, un drapeau tricolore ou n'importe quel autre label, alors même que le produit ne vient pas de France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe socialiste à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une remarque liminaire. Je ne suis pas sûr que toute l'histoire de la réindustrialisation, en tout cas du relatif consensus national sur cette réindustrialisation, commence vraiment en 2017. Bon. Je pense qu'elle a un peu d'antériorité et vous n'en avez pas le monopole. Je pense qu'on peut penser que ça peut être un récit partagé qui a commencé avant vous. Deuxième point, moi je pense que ce récit, il fonctionne s'il y a un contrat social. Et ce contrat social, il suppose, c'est ce que Boris Vallaud a redit dans le grand débat sur la dépense publique et sur l'équilibre de nos comptes,
par un cas de quart pour les socialistes, celui d'une taxation des superprofits, celui de l'optimisation de la dépense publique, celui d'un effort d'investissement productif encore plus important que celui qui est fait aujourd'hui, et c'est enfin un effort pour le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat des classes populaires les plus défavorisées. Moi, je voudrais tester avec vous aujourd'hui 3 idées qui font partie de notre tradition politique et que nous aimerions mettre en avant à travers les véhicules législatifs qui viendront, parce qu'elles peuvent participer de ce contrat social, Monsieur le ministre. La première, c'est une indexation de l'impôt sur les sociétés à recettes égales sur des critères de CSRD. Donc pas uniquement de comptabilité monétaire, mais également de comptabilité prenant en compte l'impact social et environnemental, la performance sociale et environnementale de ces entreprises. À recettes égales, on pourrait avoir une variante qui aille par exemple de 20 à 30 pour un équivalent de 25 aujourd'hui. Deuxième élément, sur les écarts de salaire, pour répondre à l'indécence de certains salaires que nous avons dénoncés ces derniers temps. Nous avions une loi écart de salaire que nous avons de 1 à 12 que nous avions déposée en 2016. Il y a une proposition dans cette loi qui pourrait, je pense, prospérer. C'est celle d'une non-déductibilité. Au-delà d'un écart de 1 à 12 ou de 1 à 20, on peut en discuter, des charges salariales, des salaires et des charges salariales afférentes, au-delà d'une certaine quotité, qui ne serait pas déductible de l'impôt sur les sociétés. L'effet redistributif pourrait être très conséquent. Et enfin, en matière de réciprocité, Monsieur le ministre, il y a encore beaucoup de travail. Il y a une proposition qui vient des socialistes suite à une démarche sur les questions agricoles, mais qui pourrait s'étendre à l'industrie. C'est l'idée de véritables mesures miroirs qui pourraient prendre appui sur le principe d'inversion de la charge de la preuve grâce à une certification opérée par un organisme tiers agréé par l'Union européenne et qui nous garantissent que les conditions de production et non seulement la qualité des produits convient aux standards européens. À ce sujet, Monsieur le ministre, nous avions dans la loi Industrie verte, après moult négociations obtenues en CMP, la perspective d'un décret pour la protection du principe de réciprocité dans la commande publique. Il devait être publié pour le 30 avril. Il n'est toujours pas publié. Vous allez pouvoir certainement nous donner la date de cette publication. Il s'agit d'éclairer la commande publique en matière pour en faire un booster de cette réindustrialisation. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Un point d'accord, 2 points de désaccord et une réponse que je vous dois sur la réciprocité, parce que je n'ai pas la date exacte, mais je vous la transmettrai par écrit. Le point de désaccord, c'est sur la réindustrialisation. Le récit, oui, bien entendu, qu'il a été fait avant nous. Mais en réalité, la réindustrialisation, elle suppose des décisions fiscales que personne n'a eu le courage de prendre. La réindustrialisation, c'est d'abord le coût du capital. Et on peut tourner les choses dans tous les sens. Ce qui caractérise l'industrie, c'est qu'elle est hautement capitalistique, avec souvent des marges qui sont très faibles. L'industrie automobile fait des marges qui sont faibles. L'industrie aéronautique fait des marges un peu plus élevées, mais ce n'est pas non plus les marges que peuvent faire le secteur du luxe ou des cosmétiques. Donc il fallait prendre les décisions fiscales nécessaires pour que l'industrie puisse se développer. Nous l'avons fait. Donc le récit, oui, mais les décisions, non. C'est nous seuls, avec cette majorité, qui les avons prises. Les 2 points d'accord, c'est sur les écarts de salaire et sur les mesures supplémentaires que vous appelez de vos voeux. Moi, je me retrouve totalement dans les propos du président de Michelin, M. Guénégaud, quand il parle de salaire décent, quand il dit qu'il faut des limites, qu'il faut des écarts de salaire entre le président d'un groupe et ses salariés, ça me paraît justifié. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener au niveau européen. Qu'est-ce qu'on dirait si le chef d'une administration, prenons au hasard l'administration de l'économie et des finances, gagnait 100, 150, 200, 250 fois le salaire de son fonctionnaire le moins bien rémunéré? Je pense que ce serait inacceptable. Donc je pense que c'est une réflexion qui mérite d'être ouverte, parce que je crois à un capitalisme juste, équitable, qui reconnaît le mérite, qui valorise le succès, la réussite, mais qui ne cède pas à certains excès. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une réflexion qui mérite d'être menée, et je trouve que les propositions qui ont été faites par M. Guénégaud, patron de Michelin, sont des réflexions intéressantes. Sur la réciprocité, donc je vous dois une réponse, et sur le 3e point, j'étais d'accord avec vous. La parole pour le groupe Gauche démocrate républicaine, Monsieur Sébastien Jumel, vous avez la parole. Merci Président, Ministre. Bon, 3 minutes, c'est court pour un sujet aussi vaste. Tout d'abord, moi, mon engagement, mon histoire
personnel, familial, politique a été traversé par les drames humains, les cicatrices territoriales liées au renoncement industriel, dont on peut acter quand même que vous, enfin en tout cas votre tradition politique, votre inspiration n'êtes pas exempt. Alors il y a une prise de conscience, en tout cas dans le discours, on peut l'acter, mais les renoncements industriels, les délocalisations, les sacrifices qui vont avec ne sont pas l'opération du Saint-Esprit ou simplement la main invisible du marché. Ils ont été le fruit de décisions politiques fortes où on permettait aux gens d'aller faire le pognon là où ils voulaient. Deuxième remarque, malgré le bilan que vous présentez, force est de constater qu'il y a encore des situations industrielles où les sacrifices sont au rendez-vous. La liste, vous la connaissez, mais Systovi, Duralex, Forvia, ExxonMobil, chez moi, en Seine-Maritime, sont les récentes illustrations de cela. Et tous les discours du monde ne sont pas de nature à rassurer les salariés lorsqu'ils sont frappés de plein fouet ou jetés comme des Kleenex, y compris quand les groupes dégagent du bénéfice. Il y a donc encore du pain sur la planche pour incarner un État qui protège, un État qui prend soin, un État stratège. Moi, je pense que la politique de l'offre et la politique du coût du capital ne peut suffire à une relance industrielle. Il y a des sujets, moi je pars aussi de l'exemple de chez moi, où l'intelligence ouvrière mériterait d'être un peu plus reconnue, entendue. Quand on prend le soin de demander aux salariés des verreries leur avis sur Avert-Essence, sur la stratégie industrielle, ils ont des choses à dire. Lorsqu'on prend le soin, comme je l'ai fait avec Alpine, de demander aux salariés comment ils conçoivent l'avenir de l'automobile, ils ont des choses intelligentes. Les droits des salariés dans la définition des stratégies industrielles, quelle est votre opinion là-dessus pour définir une politique? Ensuite, les points de faiblesse. Le manque de main-d'œuvre qualifiée. Voilà, le secteur nucléaire est l'illustration de ça, mais un récent rapport de l'Observatoire de la métallurgie fait apparaître que, entre les formations créées et les besoins de chaudronniers-soudeurs, métiers sacrifiés dans les années 70 en pleine crise de la sidérurgie, démontrent qu'il y a encore, en matière de formation d'une main-d'œuvre qualifiée, du pain sur la planche. Deuxième élément, la volatilité des prix de l'énergie. C'est préjudiciable pour la compétitivité de nos industries. Le marché ne marche pas de ce point de vue-là. Troisième point faible, je termine par là, des mesures de protection aux frontières européennes, en miroir de ce que font les Asiatiques ou les Américains pour protéger notre industrie. Merci, Monsieur Jumel. Monsieur le ministre. Voilà, on va y arriver. Alors j'ai peur, Monsieur le Président, d'être en plein accord avec Sébastien Jumel. On se gardera de répéter. Enfin, c'est la longue tradition de rapprochement entre les communistes et les gaullistes. Oui, la réindustrialisation est un combat. C'est un combat qui est très, très, très dur. Parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont lourds. Je l'ai vu dans un des premiers déplacements que j'ai fait il y a 7 ans, à Ascoval. Et je vous rejoins totalement sur ce que vous dites sur les ouvriers. Si je n'avais pas été sur le site d'Ascoval en 2017 pour rencontrer les ouvriers, rencontrer les syndicats à qui je rends hommage, le site aurait fermé. Parce que les investisseurs me disaient c'est plus rentable, ça vaut rien, c'est une forge d'aluminium, ça ne peut plus être produit en France. Et quand je suis allé voir les ouvriers d'Ascoval, d'abord j'ai vu une unité de production qui était flambant neuve. J'ai vu des ouvriers qui étaient totalement mobilisés, qui m'ont expliqué, voilà, on a électrifié, ça coûte cher, mais du coup on va avoir l'usine de production qui va être la plus à la pointe de toute l'Europe, on ne va pas sacrifier cet outil de production. C'est les ouvriers qui m'ont convaincu, pas les investisseurs. Après, les investisseurs sont venus, ont joué leur rôle. Mais je vous rejoins totalement sur le fait que écouter ce que les salariés, les ouvriers ont à vous dire sur leur outil de production, c'est toujours utile. Sur la protection, oui, je n'hésite pas à employer ce terme, on me le reproche parfois, mais l'Europe doit protéger ses intérêts. Vous ne pouvez pas demander à une usine comme Aluminium Dunkerque, un des plus grands sites industriels d'Europe, des milliers d'hectares, de décarboner sa production. Et la preuve que nous sommes attractifs, c'est que M. Mittal a choisi Aluminium Dunkerque comme premier site pour se décarboner et installer de la production avec des fours électriques. Mais c'est 5 milliards d'euros d'investissement.
Donc l'aluminium qui sort, qui va servir à faire des tôles pour les voitures, il va être forcément plus cher que l'aluminium qui est produit en Turquie, en Inde ou en Chine. S'il n'y a pas de la protection, on est mort. Troisième chose sur la formation, je termine par là, Monsieur le Président, le grand sujet qu'on a devant nous, c'est l'attractivité des métiers industriels. Et là, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'il puisse y avoir des stages, que les jeunes prennent connaissance de ce que c'est aujourd'hui qu'un métier industriel, parce qu'on manque de chaudronniers, on manque de soudeurs, on manque terriblement de techniciens de maintenance, et on manque d'ingénieurs. Merci, Monsieur le Ministre. Dernier orateur de groupe pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur Benjamin Saint-Huil. Nous passerons ensuite aux questions individuelles. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il y aurait beaucoup à dire. On va essayer d'être en style télégraphique pour essayer d'être efficace. Un mot sur les dépenses, puisque la situation de la dette justifie qu'on s'interroge sur les dépenses. Je voudrais vous entendre sur le regard que vous portez sur le crédit impôt recherche et sur le périmètre qui est celui qui existe aujourd'hui, puisqu'il est souvent l'objet de discussions. Je veux savoir s'il fait partie des éléments qui sont dans le viseur de Bercy, puisque ça revient de manière assez régulière. Deuxième question, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'effleurer avec vous lors de questions d'actualité il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement et simplement si vous envisagez de mettre en place le rachat d'actions tel que l'avait envisagé la Commission des finances à travers l'amendement Mattei qui était porté par le groupe démocrate? Enfin, puisque nous avons la chance de vous voir aujourd'hui, je voulais vous entendre sur la situation du PDG de la SNCF. J'ai entendu la semaine dernière, lors des questions au gouvernement, sur l'interpellation des collègues républicains, un ministre des Transports justifier de la capacité à négocier du PDG avec les organisations syndicales et considérer qu'il y avait un accord intéressant. Vous avez ce matin annoncé par communiqué le fait que M. Farandou ne serait pas en situation de continuer ses fonctions après les Jeux Olympiques. Je veux savoir si, de votre point de vue, il y a un lien naturel ou pas, et savoir comment vous entrevoyez la suite pour cette grande entreprise qu'est la SNCF. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Alors, je vais répondre succinctement des questions qui sont précises et claires. Sur le crédit d'impôt recherche, moi je tiens, je le redis, à la stabilité fiscale. Je pense qu'elle est très précieuse pour l'attractivité du pays. Après, on peut vérifier l'efficacité de certaines dépenses fiscales du CIR. Je pense que c'est aux parlementaires de le faire. Mais je ne suis pas obtus. Il peut y avoir des propositions faites par les parlementaires. L'important, c'est de garder notre stabilité fiscale et de s'assurer, en revanche, qu'il n'y ait pas des opportunités ne serait pas justifié dans tel ou tel crédit d'impôt. À vous de faire vos propositions. Sur les rachats d'actions, nous avons été très clairs. Nous sommes prêts à envisager une taxation des rachats d'actions. Les modalités seront à définir avec l'ensemble des députés de la majorité. Ça peut être Jean-Paul Mattei, ça peut être d'autres. Mais nous sommes ouverts à cette possibilité-là. Dans les mois qui viennent, enfin tout ça, par définition, passe en projet de loi de finances. Puisque c'est un sujet fiscal, il faut une loi de finances. Sur la SNCF, je veux éviter tout malentendu. Je me suis exprimé sur l'accord qui a été conclu à la SNCF. On ne tire pas un mot de ce que j'ai dit sur cet accord, et j'aurai l'occasion d'en discuter avec le président directeur général de la SNCF pour regarder comment est-ce que cet accord est financé. Ça ne retire rien à la qualité du travail qu'a fait M. Farandou à la tête de la SNCF, que les choses soient bien claires. Quant au communiqué qui est sorti aujourd'hui, il est lié tout simplement à la limite d'âge qui touche le président directeur général de la SNCF, M. Farandou. Ne mêlons pas des choses qui ne méritent pas d'être mêlées. Je le redis, Jean-Pierre Farandou a fait un très bon travail à la tête de la SNCF. Nous lui en sommes reconnaissants. Après, je me suis exprimé sur un accord. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit sur cet accord. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on peut financer cet accord sans que ça ne pénalise pas ni le client, ni l'usager, ni le contribuable. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons passer aux questions individuelles. J'ai une dizaine de questions. Je propose de les passer les unes après les autres. Et ensuite, Monsieur le Ministre, vous aurez tout le loisir de pouvoir répondre à ces questions et ensuite de pouvoir redétailler sur les questions des orateurs des groupes pour lesquels vous n'auriez pas eu suffisamment de temps en réponse. Nous allons débuter par Monsieur Stéphane Fogetta. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, entendre certains collègues parler d'austérité me ramène à 2012. À l'époque, j'étais déjà un de ces Français d'Espagne qui ne pourraient que sourire en entendant ce terme galvaudé aujourd'hui. Permettez-moi de rappeler aux experts insoumis ce qu'est l'austérité budgétaire. En Espagne, entre 2009 et 2012, la part des dépenses publiques dans le PIB était passée de 46 à 42%. En France, aujourd'hui, cela représenterait une réduction de 130 milliards de dépenses. C'est ça l'austérité. Rien qu'en 2012, les budgets des ministères espagnols furent réduits de 17% en moyenne. La prime de Noël des fonctionnaires est supprimée, leur nombre de jours de congé réduit, les indemnités de chômage passent de 60 à 50%. Du dernier salaire et les taux de remboursement des médicaments diminuent, le taux de TVA est augmenté de 3 points. C'est ça l'austérité. Sans parler de la baisse des salaires réels par tête en 2010 et 2012 et du taux de chômage de plus de 25%. C'est ça l'austérité, la vraie. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre, comment qualifieriez-vous votre politique budgétaire actuelle qui est évidemment tout sauf une politique d'austérité? Merci, Monsieur Vogetta. Monsieur Laurent Alexandre, la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous portez un projet de loi de simplification de la vie économique, mais voyez-vous, la meilleure simplification, c'est d'avoir des services publics qui fonctionnent bien et qui répondent aux besoins de nos concitoyens et de nos entreprises. Ce doit notamment être le cas de la Poste, laquelle, dans un territoire rural comme l'Aveyron, rend un service essentiel puisqu'elle distribue le courrier, mais aussi les courriers et le journal. La Poste exerce des missions de service public. Le groupe La Poste est détenu à 100% par les capitaux publics. Elle a donc des comptes à rendre au ministre que vous êtes, mais également à la représentation nationale et aux maires, qui ont un rôle démocratique essentiel en matière d'aménagement du territoire. Je vous ai saisi le 19 avril dernier, ainsi que 21 maires de ma circonscription, concernant un projet de dégradation du service postal sur notre territoire. Allongement des tournées, fermeture de bureaux, rupture de liens sociaux. À ce jour, nous n'avons aucune réponse, ni de votre ministère, ni de la direction de la Poste. Monsieur le ministre, cette réorganisation est inacceptable. Le silence de la Poste l'est tout autant. Quand allez-vous demander à la Poste une meilleure considération pour les habitants des territoires ruraux, pour les maires et pour les facteurs qui tous subissent une réorganisation synonyme de recul du service public? Merci. Monsieur Nicolas Ray pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé du déficit des comptes publics, effectivement, qui explose représentant 5,5% du PIB. Nous avons moins parlé du déficit du commerce extérieur. Or, l'an dernier, notre déficit atteignait encore près de 100 milliards d'euros, soit près de 2 fois plus qu'en 2019, quand nos voisins allemands ou italiens sont, eux, en excédent, 35 milliards pour l'Italie, 210 milliards pour l'Allemagne. Ce déficit s'explique par le faible poids de notre industrie manufacturière, par l'insuffisance de notre réseau de PME exportatrices. Je ne pense pas qu'il faille proposer un nouveau plan, un énième plan, mais plutôt simplifier les dispositifs actuels et surtout soutenir nos filières. Et puis autre question qui touche le numérique. Contrairement effectivement à ce que l'on peut croire, il reste encore beaucoup de zones blanches sur nos territoires. Êtes-vous prêt à un nouveau New Deal pour assurer une couverture numérique équitable pour tous nos concitoyens? Merci, Monsieur Ray. Monsieur Frédéric Descrozaille pour le groupe Renaissance. Monsieur le Président, j'aurais énormément de questions que je pourrais poser avec plaisir à Monsieur le Ministre, mais je n'étais pas inscrit sur la liste. Ah, excusez-moi, Monsieur Descrozaille, je vais passer la parole à Monsieur Romain Daubier pour le groupe démocrate. Oui, Monsieur le Ministre, bonjour. Je voulais vous remercier sur les propos que vous avez eus sur l'industrie et l'état de l'industrie en France, à l'image de mon collègue de la Sarthe, agriculteur, qui demande plus de contrôle dans certains domaines. D'autres intervenants demandent également plus de contrôle. Je pense en particulier à toute la filière sur le réemploi du matériel. J'ai fait une visite très intéressante d'une société Cofiem au cœur de ma circonscription qui permet d'avoir de l'économie circulaire, de l'emploi local, d'éviter des déchets, qui crée de la valeur et qui souffre du non-respect, en tout cas du manque de contrôle du décret 2022-190 sur les notions de comme neuf ou refait à neuf et qui différencie les vendeurs d'occasion des gens qui font un vrai travail de réemploi, étant donné que ce dernier est spécialisé sur les appareils liés à l'industrie. Donc c'est également au cœur de notre intervention. Merci, Monsieur le député. Madame Nadège Abou-Mongoli pour le groupe La France Insoumise.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, l'histoire est un éternel recommencement si on n'en tire pas les leçons. Comme il y a 10 ans, avec PSA, 400 salariés de MA France à Aulnay-sous-Bois se battent pour préserver leur emploi. MA France est le dernier survivant de l'industrie automobile en Seine-Saint-Denis. C'est le sous-traitant du successeur de PSA, Stellantis. Hier, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la voie à un placement de MA France en liquidation judiciaire. Plusieurs centaines de familles risquent d'être plongées dans une grande détresse dans un département déjà socialement très défavorisés. La direction se joue d'eux depuis le début, ne formulant que des propositions dérisoires et agissant par un chantage indigne. Par ailleurs, Stellantis fait le choix de délocaliser la majorité de sa production, malgré des bénéfices records et des aides publiques directes et indirectes très élevées. Monsieur le ministre, vous avez reconnu ces derniers jours la nécessité de responsabiliser Stellantis dans l'accompagnement des salariés de MA France. Que ferez-vous concrètement dans les négociations? Car non, on ne liquide pas en une semaine un sous-traitant de Stellantis. Que ferez-vous pour que Stellantis reclasse ses salariés? Pour les 42% de production qui resteraient en France, allez-vous exiger que Stellantis reprenne en priorité les MA France? Merci, Madame la députée. Monsieur Éric Bothorel pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que notre majorité a adopté une loi consacrant l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, que les projets se multiplient, que le marché est porteur, dernièrement, 30 salariés de Recommcilia ont appris leur licenciement à Lannion. Lannion qui résiste, Lannion qui se développe grâce à nos efforts, à vos efforts et à nos actions pour développer la filière industrielle, des télécoms et de la photonique, entre autres, je pense à l'installation de Qualcomm, les exigences vis-à-vis de Nokia, les plans de relance. Mais dans ce paysage plutôt positif, la nouvelle de la liquidation judiciaire de Recommcilia interroge. Et je vous interroge, que nous manque-t-il pour espérer voir demain des panneaux photovoltaïques bretons, français ou européens équiper les futurs nombreux projets que notre pays va engager? Merci. Merci, monsieur le député. La parole à madame Aurélie Trouvé, la France Insoumise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors je poursuis la question de ma collègue Abou-Mongolis sur MA France, qui est l'exemple même du sous-traitant totalement intégré à une multinationale, en l'occurrence Stellantis, qui donne les ordres, est cliente, fournisseuse des matières premières, propriétaire des principaux moyens de production, d'accord ? Et par ailleurs, donc Stellantis, vous savez, a des profits qui explosent, 18 milliards d'euros, a versé 16 millions d'euros pour son patron, a son siège social aux Pays-Bas pour des raisons fiscales, et par ailleurs a touché depuis plusieurs années au moins 1 milliard d'euros dans le cadre des aides publiques, et donc a des responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens. Et vous dites vous-même, et alors là on est tout à fait d'accord, désindustrialiser est une faute politique et morale. Alors ma question, Monsieur le Ministre, c'est comment comptez-vous mettre Stellantis face à ses responsabilités et assurer le maintien de ce qu'il reste du tissu industriel en Seine-Saint-Denis? L'État et votre gouvernement ne sont-ils plus que spectateurs qui pleurent sans rien faire, ou existe-t-il encore des moyens d'agir de l'État? Nous avons un dossier que nous vous transmettrons évidemment, si vous le permettez, à la fin de cette audition. Je vous remercie. Merci, Madame Trouvé. Madame Nicole Lepé, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la surcharge administrative représente environ 84 milliards d'euros de perte de production pour notre pays, soit environ 3% du PIB. Donc une fragilisation de notre croissance, un découragement de nos entrepreneurs. Il est essentiel que nos travaux ne se limitent pas à la loi. Nous avons constaté qu'un très grand nombre de contraintes administratives concernait justement le volet réglementaire. Alors, pour un gain de temps et pour un gain de compétitivité, Monsieur le Ministre, quelle méthode de travail comptez-vous mettre en place concernant les mesures de simplification par voie réglementaire qui ne seront pas abordées donc dans ce projet de loi, ceci dans le but d'apporter des réponses aux dirigeants largement consultés et surtout de maintenir une relation de confiance entre l'administration et les entrepreneurs. Je vous remercie. Merci, Madame Lepé. La parole à Monsieur Maxime Méné, la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, puisque vous avez en charge à la fois l'économie, les finances et l'énergie, et puisque toute dépense semble justifier des coupes claires dans notre modèle social, permettez-moi de vous redemander à combien vous chiffrez le pognon de dingue qui pourrait être dilapidé dans votre obsession nucléaire. Prolongation des réacteurs vieillissants, démantèlement, gestion des déchets, construction de nouveaux réacteurs et de nouvelles piscines d'entreposage et de retraitement, nouvelles usines de fabrication de combustible, sans même parler des SMR, on peut raisonnablement chiffrer votre rêve
rêve atomique entre 300 et 400 milliards d'euros dans les 10 à 15 ans qui viennent. J'ai donc 4 questions complémentaires. Confirmez-vous cette estimation et sinon pouvez-vous nous présenter votre propre calcul? Qui va payer, du consommateur ou du contribuable? Qu'en est-il de votre accord avec EDF dont nous peinons à déceler la concrétisation? Enfin, peut-on savoir à quel prix nos ménages, nos entreprises et nos collectivités paieront demain notre électricité, leur électricité, puisque vous avez renoncé à sortir du marché au niveau européen? Merci. Merci, Monsieur Lenné. Monsieur Stéphane Buchot pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous propose de nous vieillir de quelques semaines et d'aborder la question de la saison touristique qui s'annonce plus qu'exceptionnelle, en particulier dans le département dont je suis l'élu, que vous connaissez bien, la Vendée et le littoral vendéen. Dans un département où nous sommes quasiment au plein emploi, le secteur touristique peine à recruter. Une récente étude faisait état de 11 000... il manquerait 11 000 salariés pour une saison qui, en plus, va se prolonger du fait du passage de la flamme olympique, des Jeux Olympiques et du Vendée Globe au mois de novembre prochain. Donc, je voulais vous interroger sur cette situation et savoir si des mesures ou des initiatives pourraient être envisagées afin de dynamiser le recrutement d'un secteur d'activité qui est le premier secteur d'activité économique du département. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Buchot. Pour terminer, Monsieur Mathias Tavel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous êtes effectivement venu au chantier de l'Atlantique et vous êtes venu constater que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce à quoi vous n'avez jamais cru. Vous êtes venu constater que ce qui fonctionne très bien, c'est une entreprise que l'État a rachetée. Vous êtes venu constater que ce qui fonctionne très bien, c'est les sous-stations pour l'éolien en mer auxquelles M. Macron a fait perdre 5 ans au cours de son premier mandat. Vous êtes venu constater que ce qui fonctionne, c'est quand l'industrie a la capacité de se projeter par une planification, comme le permet la puissance et l'investissement de RTE. À côté, je vous ai remis ce jour-là des courriers des organisations syndicales de General Electric, usine de turbines, de nacelles, où 500 emplois vont être supprimés et où des inquiétudes existent quant à la pérennité de ce site à long terme. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez ravi d'avoir rencontré les salariés d'Ascométal. Venez rencontrer les salariés de General Electric et êtes-vous prêt pour garantir la pérennité de ce site à n'avoir aucun tabou, y compris la nationalisation? Merci. Pas d'autres questions, pas d'inscription. Monsieur le ministre, vous avez la parole, une dizaine de minutes, pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, ou un peu plus si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la question de Stéphane Vogetta sur la manière dont on caractérise notre politique budgétaire, je dirais que c'est une politique de responsabilité. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'austérité, certainement pas. Le niveau de dépenses publiques reste élevé. Ce n'est pas du laxisme. Il faut redresser les comptes publics. C'est impératif. Il faut revenir sous les 3% de déficit en 2027. C'est impératif. Donc c'est une politique de responsabilité. Sur la question qui m'a été posée par la France Insoumise sur la Poste, il faut bien mesurer les défis considérables auxquels est confrontée la Poste aujourd'hui, avec l'effondrement du volume du courrier. Il y a des engagements qui ont été pris sur la qualité du service postal, avec des subventions de l'État qui sont réduites si la qualité du service postal n'est pas atteinte. Donc ce sont des aides qui sont conditionnées à la qualité du service. Et nous ferons un point sur le sujet spécifique de l'Aveyron avec Philippe Val dans quelques jours. Nicolas Ray, sur le défi du commerce extérieur, je vous rejoins totalement. Je pense que c'est un des points noirs français et je pense très sincèrement que la puissance d'une nation se mesure à sa capacité à dégager un excédent commercial. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le confirme, la France n'a pas vocation à avoir systématiquement un déficit commercial extérieur. Avant 2000, elle était en excédent. Donc ça fait 25 ans que nous sommes en déficit. C'est lié à la facture énergétique, c'est lié à la désindustrialisation. Cette situation, aujourd'hui, elle s'est améliorée entre 22 et 23, mais elle reste insatisfaisante. Donc la seule solution, c'est celle que je disais au tout début de mon propos, c'est redevenir une nation de production. Si on favorise trop la consommation, c'est très simple, il y aura toujours une balance commerciale qui sera déficitaire. Et je le redis là aussi, notamment au Rassemblement national qui nous accuse d'aller trop vite sur le véhicule électrique. Non, je pense que c'est indispensable de basculer vers l'industrie du véhicule électrique si on ne veut pas demain être les purs spectateurs et consommateurs de la révolution automobile en cours. En tout cas, je partage votre avis sur le sujet. Frédéric Descrozaille n'avait pas de questions, mais je lui réponds bien volontiers pour saluer sa présence ici.
Romain Daubier, sur le contrôle des réemplois de matériel, je suis tout à fait d'accord avec cela. On est tout à fait disposé aussi à renforcer les contrôles sur ce sujet. Les deux questions qui m'ont été posées par la France Insoumise sur EMA France, donc c'est un sous-traitant de Stellantis. Stellantis a décidé d'interrompre son approvisionnement auprès de EMA France. On a eu des discussions avec eux. Stellantis a pris une décision définitive. C'était 90% du chiffre d'affaires de EMA France. Donc notre action est désormais concentrée sur le reclassement des salariés avec le fonds exceptionnel pour le reclassement des salariés licenciés dans l'industrie automobile que nous avons mis en place il y a quelques années. Nous avons un conciliateur qui a été nommé et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui suit la situation avec la plus grande attention. Éric Botorel, sur les panneaux photovoltaïques. Le choix a été fait de relancer la production de panneaux photovoltaïques en France. C'est un choix qui est difficile à prendre. Nous l'avons pris en regardant les commandes qui étaient devant nous. Il y a pour 20 milliards d'euros de commandes de panneaux photovoltaïques dans les années qui viennent en France. Donc est-ce que ces 20 milliards d'euros vont uniquement à des panneaux chinois ou est-ce que nous essayons de produire en France ? Si on veut produire en France, il faut des conditions de compétitivité que j'ai déjà indiquées. Il faut surtout des panneaux qui soient de meilleurs standards, avec des technologies réutilisables, avec des performances énergétiques plus fortes. C'est l'objet des 2 gigafactories dont j'ai annoncé l'ouverture, l'une à Ambar et l'autre du côté de Fos-sur-Mer, donc l'une à l'est et l'autre au sud de la France, avec l'objectif de redevenir un grand pays producteur de panneaux photovoltaïques de dernière génération. C'est un pari. Je suis prudent là-dessus, mais je pense qu'il est indispensable à faire, parce que je ne crois pas, une fois encore, à ce modèle dans lequel on importe tous nos besoins en industrie verte. Je pense qu'il vaut mieux se donner les moyens de le produire sur notre territoire. Sur la question de Nicole Lepay sur la simplification, il y aura un comité de suivi de parlementaires sur les mesures réglementaires auxquelles vous serez associés. Donc toutes les mesures réglementaires de simplification associeront les parlementaires. Ce n'est pas parce que c'est réglementaire que les parlementaires ne seront pas associés. Sur la question qui m'a été posée sur le nucléaire, là on a une divergence sur ce sujet. Nous estimons qu'il est rentable et nécessaire pour la continuité de l'approvisionnement électrique d'avoir des réacteurs nucléaires et de la production d'électricité nucléaire. S'agissant des accords entre EDF et l'industrie, nous ferons un point fin mai, début juin. Aujourd'hui, le nombre de contrats n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire qu'on est pleinement satisfait de l'équilibre qui a été trouvé. Donc nous ferons le point fin mai, début juin. Soit le nombre suffisant d'accords a été signé, c'est que l'équilibre a été trouvé, soit l'accord n'emporte pas suffisamment de signatures, et dans ce cas-là, il faudra, comme c'est prévu dans cette clause de revoyure, réviser un certain nombre de paramètres. Sur la question qui m'a été posée par Stéphane sur le recrutement touristique, je partage totalement la difficulté qu'on a sur ce sujet-là. La pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi de l'événementiel, montre qu'il y a encore beaucoup à faire pour valoriser ces métiers et pour fournir les qualifications nécessaires. Enfin, Mathieu Tavel, sur les chantiers de l'Atlantique, je vais vous répondre très simplement, la nationalisation n'est pas la réponse à toutes les difficultés industrielles de telle entreprise ou telle autre. Sinon, l'État serait ruiné depuis longtemps. Les chantiers de l'Atlantique fonctionnent très bien. Ce n'est pas forcément un modèle qui s'étend à tout le monde. Et j'ai eu l'occasion de vous dire à Saint-Nazaire que j'avais rencontré à Washington le patron de General Electric et que je veille à ce que les activités de General Electric en France se poursuivent dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir participé à cette audition et d'avoir répondu aux questions des collègues. Monsieur, vous souhaitiez reposer une question. C'était la question subsidiaire que j'avais posée sur la nécessité d'un nouveau New Deal pour la couverture en téléphonie mobile sur nos territoires ruraux. Je pense qu'elle sera poursuivie le plus rapidement possible. Il y a encore des zones blanches, vous avez raison, et les zones blanches ne sont pas acceptables. Donc il faut trouver les moyens de les couvrir d'une façon ou d'une autre. Et durant cette audition, la nouvelle est tombée. Donc l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé la mise en service de l'EPR de Flamanville. Et étant le député de Flamanville, je me réjouis bien évidemment de cette décision, comme vous pouvez l'imaginer après tout ce temps d'attente. Merci mes chers collègues, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets qui nous attendent, notamment les sujets agricoles et les sujets artisanaux.